Bonjour à tous. Ravi d'être ce matin ici au SIDO. C'était pas gagné quand même. Mais voilà, journée qui commence de façon incroyable. J'ai pris un avion, un taxi. J'avais pas fait ça depuis quelques mois et me voici au SIDO. J'espère qu'on aura beaucoup de gens connectés online qui pourront revoir cette session. En tout cas, bienvenue pour ceux qui sont là physiquement. Je me présente, je m'appelle Charlie Grabio, je travaille chez Microsoft. Je gère une équipe d'architectes spécialisés dans l'IoT. C'est une équipe européenne, on est dispatché un petit peu partout en Europe. Il y a des profils qui sont très device, très proches du hardware, du silicone, et puis un petit peu sur la connectivité, et puis d'autres beaucoup plus expérimentés sur le cloud. On a besoin de toutes ces compétences. Et puis aujourd'hui, on va parler IoT, on va parler IoT industriel. Et je ne vais pas faire ça tout seul. On va faire ça avec Bernard Héroc de l'entreprise de Codit. Bernard, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, je suis Bernard Lensens. Je suis le fondateur de Codit, dont voici la présentation. Codit a été fondé il y a 20 ans. Notre ADN se situe au niveau de l'intégration des données, en général, de tout ce qui est data, back-end, cloud, intégration B2B et EAI. Ça fait 6 ans maintenant qu'on est au travail sur l'IoT, plus précisément l'IoT industriel. Nous sommes présents dans 7 pays, on est 180 collaborateurs, partenaires Microsoft depuis 20 ans, déjà plus de 20 ans maintenant. Et voilà, j'ai à mes côtés l'architecte en chef de Codit France, Roch Baduel. Bonjour Roch. Bonjour, donc le micro, ok, il fonctionne. Donc Roch Baduel, moi architecte en chef Codit France. Donc j'interviens notamment beaucoup sur ces projets industriels en architecture, voilà. Codit est présent, nous sommes une ESN, une société de services, très horizontale, comme je dis. Nous ne sommes pas spécialement verticalisés dans un secteur particulier. Vous voyez ici, nos références clients vont se situer vraiment dans beaucoup différents domaines de compétences et de domaines de métiers. Voilà, donc c'est ce qui fait un peu notre particularité. Nous réutilisons nos architectures et nos solutions de client en client, ce qui nous fait notre valeur, puisqu'on parvient à faire plus vite, moins cher et mieux comparé à nos compétiteurs, nous allons dire. Voilà. Je te laisse la parole. Alors je continue. Je voulais commencer aussi par une illustration de certains de nos clients, mais en fait il y en a vraiment beaucoup. Et c'est un peu pour témoigner de l'évolution de la maturité des projets IoT. Ça fait quelques années qu'on vient sur le SIDO, on parle d'IoT depuis pas mal de temps, mais c'est réel. Et ces clients, c'est quelques logos et puis il y en a beaucoup d'autres. Leur nombre témoigne de cet état de maturité. Là, on en parlera parce que cette session va être axée sur des retours d'expérience et on parlera aussi des mises à l'échelle. Donc ce qui est intéressant, c'est quand des projets sont en production d'une part, mais en production à l'échelle. On va parler de centaines de sites, par exemple centaines d'usines connectées, et puis sur chaque usine, il y a potentiellement des centaines, voire des milliers de devices, et puis on parle de millions de messages par jour récupérés. Donc voilà, on est à ce niveau de maturité, on est en train de démocratiser les projets IoT sur le marché, et ce n'est pas que les grands groupes, il y a aussi tout un tas de petites entreprises, de PME qui peuvent, sans réinventer la roue, accéder à certains bénéfices de l'IoT. Et alors justement, une autre façon de regarder la maturité de l'IoT, c'est de regarder si on crée vraiment de la valeur. Parce que ça, si on ne crée pas de valeur, c'est là où on se retrouve dans des impasses et où les projets n'aboutissent pas. Donc, si on essaie de regrouper, alors ça, c'est spécialement pour l'IoT industriel. Il y a d'autres scénarios et d'autres valeurs associées sur d'autres sujets. Mais là, quand on parle de productivité au niveau des employés, des techniciens, des outils de production, la réduction des coûts et puis tout ce qui concerne le développement durable.
La réduction des coûts, mais liée à la réduction de l'énergie, la consommation d'énergie, par exemple, c'est un sujet majeur. L'empreinte carbone, c'est un sujet majeur. D'ailleurs, en parallèle de cette présentation, il y a un autre sujet où on intervient également. Et souvent, la meilleure façon de se confronter à ces sujets, c'est de commencer par soi, en tant qu'entreprise, soi-même, aller se décarboner de façon très intense. Donc c'est aussi ce qu'on fait chez Microsoft. Mais ça, ces retours sur investissement sont réels et c'est ce qui permet d'une part de passer en production, puis de poursuivre et d'itérer et d'augmenter les sujets IoT. Parce qu'il y a un caractère itératif très fort dans n'importe quel projet IoT. Alors justement, quand on regarde un petit peu l'ensemble des projets, que ce soit pour nous en tant que fournisseurs de plateformes ou des intégrateurs, c'est important d'industrialiser l'approche d'un projet. Parce que s'il faut tout recommencer à chaque fois, on dépense beaucoup trop d'argent, on n'est pas suffisamment pertinent et rapide sur le sujet. Et donc on va distinguer différentes phases, différentes grandes phases. Et chaque entreprise va potentiellement, quand on les rencontre, va être à des niveaux différents. Donc la première des étapes, c'est de comprendre ce qu'on est capable de réaliser. On parle souvent de transformation digitale, mais ce n'est pas du tout qu'un aspect technique. Hein. Ça ne concerne pas que les outils de production. Il y a tous les techniciens ou toutes les forces de vente. C'est un ensemble de composantes qui vont en faire un succès ou pas. L'adoption se mesure à travers différents axes. Et donc, que l'on soit au tout début où on cherche simplement, ne serait-ce qu'à identifier les sources de données qui pourraient être pertinentes. Ensuite, on va chercher à les connecter. Et puis, on va commencer à voir des choses. Même d'ailleurs, ces étapes-là, quand bien même on soit dans un état très avancé, on y reviendra si on ajoute des données. Donc c'est encore une fois, faut voir ça comme avec un caractère très, très itératif. Et puis quand on commence à voir quelque chose, on va pouvoir se permettre d'analyser un peu plus finement, en tirer des tendances, des patterns. Voilà, commencer à lever des alertes. Pourquoi pas essayer de prédire un petit peu, ou en tout cas anticiper sur certaines choses. Et donc c'est là où on va essayer de construire des algorithmes dont la pertinence, la précision vont augmenter au fil du temps. Et puis lorsqu'on aura quelque chose de suffisamment pertinent, on va pouvoir poursuivre la boucle et faire des actions sur les choses qui étaient connectées. Et après, on ira donc à automatiser cette boucle de contrôle, voire carrément suivre de A à Z un produit, donc le connecter, mais même dans les composants de ce produit au départ. Donc l'ensemble des composants, c'est aussi l'évolution on commence à connecter des assets, et puis ces assets sont des sous-systèmes d'un système un peu plus grand. Donc après, on commence à connecter des environnements. Et puis après, on s'attaque à des choses comme des sujets de smart city, etc. Mais on ne peut pas commencer par la fin. Hein. Il y a vraiment différents stades à suivre. Et d'aller trop vite peut être contre-productif. Voilà, donc ça c'est la façon dont on voit le marché. Oui, tu voulais intervenir. Oui, je voulais dire en fait, ce que Charlie dit est tout à fait pertinent parce qu'en fait sur l'ensemble des projets qu'on a réalisés, la première chose qu'on nous demande généralement c'est de se connecter à des appareils. Alors ça peut être des serveurs au PCUA, ça peut être beaucoup de choses, du Profinet ou d'autres protocoles, de se connecter et de récupérer l'information, de la remonter. Alors sur certains projets, on demande simplement de stocker la donnée pour l'exploiter plus tard. Mais souvent, il y a déjà une volonté de faire du reporting, d'avoir du monitoring. Et c'est seulement après qu'on passe sur les phases suivantes qui vont être effectivement de l'analyse prédictive ou bien des actions sur les devices. Donc c'est exactement comme ça que ça se passe sur les projets.
Merci. Et en effet, tu donneras des exemples encore plus concrets tout à l'heure quand on parlera projet. Alors du coup, concernant l'approche Microsoft, je pars sur la stratégie globale qui n'est pas spécifique à l'IoT, mais qui en fait est particulièrement pertinente pour l'IoT. On est dans un monde hybride où il y a du code, il y a des applications, il y a des workloads qui vont tourner de façon plus judicieuse dans le cloud et d'autres très proches du device. Et puis un petit peu entre les deux, il va falloir faire le lien avec plein de niveaux de connectivité différentes. Et donc, nous, chez Microsoft, on fait du soft, on fait des plateformes qui vont permettre à d'autres de créer des solutions qui vont alors certaines, mais c'est plus à la marge, vont être 100% cloud, certaines 100% on-premise, côté device, mais la plupart du temps, on va avoir des choses un petit peu hybrides avec des allers-retours. Et donc là, en termes de dev et ensuite en production, si on peut avoir une symétrie de développement, d'investissement, que ce soit en cloud ou edge, sans savoir exactement comment sera le futur, évidemment, un an après qu'il y ait une première itération de la solution, 2 ans, 10 ans, etc. Nous, on va essayer de simplifier pour démocratiser l'usage des applications qui vont de l'edge au cloud. Et donc l'IoT, ça fait partie de ces sujets qui est exactement sur ce double usage Edge Cloud. Alors, ça a commencé il y a quelques années. Évidemment, on ne peut pas développer des services, beaucoup de services qui nous permettent d'adresser les différents marchés. Donc, ça a commencé il y a pas mal de temps. On note ces marchés parce que même côté engineering, on est organisé même par verticaux. Il y a des équipes transversales, bien sûr, mais il y a dorénavant des équipes verticales parce que même s'il y a des patterns, des architectures, des besoins similaires sur tous les marchés, il y a quand même des spécificités. Tu as parlé de bus de terrain, ou pour accéder aux données, accéder à l'existant. Ça, c'est quand même important de prendre ça en compte sur les plateformes. Ensuite, la deuxième ligne, là, c'est pour illustrer la modularité. Comme on le disait avant, tous les besoins ne sont pas identiques. La maturité des sujets IoT peut être très diverse. Donc, on aura dans certains cas besoin d'une solution vraiment sur l'étagère. Donc, ça va être plutôt orienté SaaS. Ou alors, on aura besoin d'énormément de modularité, de possibilités de personnalisation. Et puis ensuite, ces deux gros blocs, je ne vais pas revenir sur les services, ce n'est pas le propos, mais c'est pour dire que l'investissement est vraiment égal, côté Edge et côté Cloud. Donc il faut évidemment des services qui permettent de scaler à volonté, beaucoup d'élasticité sur l'ensemble des régions du monde, avec des composantes de sécurité très fortes, etc. etc. Donc tous les avantages du cloud, mais on se doit aussi d'aller là où sont les besoins. Donc si on prend un OS, un kernel temps réel comme Azure RTOS, anciennement FredEx, Azure Sphere, ou je verrai après, je vais passer sur l'autre slide, on a besoin de pouvoir toucher un ensemble de devices qui sont très 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 hétérogènes. Et puis il y a un pilier transversal qui est la sécurité. Qui doit être implémenté, que ce soit dans les process, mais dans le code, évidemment, dans nos services. Si je zoome sur la partie Edge, parce que dans la IoT industrielle, quand même, l'aspect fondamental, c'est de pouvoir se connecter de façon sécurisée pour remonter des données sur des devices existants. Ça, c'est quand même une problématique fondamentale. Et donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, qu'on soit côté microcontrôleur, donc ça c'est plutôt récent. L'acquisition de ThreadX, c'est relativement récent, ça a peut-être un an et demi. Et Azure Sphere, c'est également récent. C'est notre façon de connecter de façon sécurisée des devices qui sont plutôt de type microcontrôleur. Alors que là, de l'autre côté du spectre, on a des data centers, on a des appliances de type rack, serveur rack. Et puis il y a évidemment alors ça c'est pas Microsoft qui fait tous ces devices, mais il y a tous nos partenaires OEM qui vont créer des gateways ou industriels de différentes factures. Et puis là, la partie SDK qui est open source, qui
est disponible dans plein de langages différents. L'objectif, c'est de pouvoir facilement s'interfacer avec, d'un côté, le hardware et de l'autre côté, le hub dans le cloud. Tout ça avec, à chaque fois, c'est des couches d'abstraction qui vous permettent d'aller plus vite pour faire des applications plus puissantes. Exactement, très Charlie, rapidement. je peux t'interrompre. Vas-y. Nous avons une démo, plusieurs démos d'ailleurs, qui fonctionnent en ce moment sur notre stand, sur le stand de Microsoft. Nous avons une petite section avec une démo justement Azure Sphere, Edge. Je crois qu'on couvre 3 des 6 colonnes que tu montres là. Voilà. En effet, on n'aura pas le temps de faire des démos sur tous les sujets là, donc venez sur le stand après. Alors, donc voilà, donc il y a une direction, il y a un ensemble de services qui sont développés, il y a un focus edge, un focus industriel, et il y a l'écosystème. L'écosystème est fondamental. Quand on regarde la chaîne de valeur là en haut de l'IoT, elle est très large, très complexe. On a besoin de toutes ces expertises, de tous ces différents métiers, et donc le fait de nouer des partenariats avec avec des représentants sur toute la chaîne de valeur est très important pour pouvoir mener à bien des projets. Donc ça, c'est absolument critique dans la stratégie. Un petit mot sur la façon dont des organismes de type Forrester ou IDC nous voient sur la partie industrielle. Là, j'ai juste pris le focus industriel. On est vu comme faisant partie, comme faisant partie des leaders. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup d'autres sociétés qui font partie de ces quadrantes-là, comme ABB, Bosch, Siemens, PTC, etc., qui sont des partenaires de premier plan. Donc, encore une fois, la notion de partenariat avec des acteurs majeurs est absolument critique. Et simplement pour terminer, avant de te laisser la parole, Roch, en essayant d'isoler les points qui sont peut-être différenciants et les raisons pour lesquelles le choix de notre plateforme va être fait, surtout sur la partie industrielle, on va retrouver en interrogeant un petit peu, il y aura une survey qui sera disponible bientôt, courant octobre, où on interroge environ 1000 développeurs, 2000 décisionnaires dans le monde entier, donc c'est assez complet et ça nous donne des bons indicateurs sur certains sujets, dont les raisons de choix d'une plateforme par rapport à une autre. Et voilà, et on retrouve donc l'usage de standards. Tout à l'heure, Roch a parlé d'OPC-UA. On a beaucoup de développement par rapport à ça. On fait partie de l'OPC Foundation, etc. La notion d'open source qui est très forte, c'est aussi bien mettre notre code en open source, contribuer énormément, mais aussi veiller à ce que l'ensemble de nos services soit aussi fonctionnel et performant avec du code qui viendrait de chez nous ou de solutions tierces open source. La connectivité dite brownfield, donc encore une fois, quand on doit se connecter à des assets existants, il ne s'agit pas de les remplacer, ce serait trop coûteux. Il s'agit de pouvoir se connecter sans perturber leur fonctionnement, sans être trop intrusif et de façon sécurisée. Et donc il y a évidemment la notion de sécurité. Il y a tout un tas tous les efforts, ça correspond à des investissements majeurs et constants. C'est les certifications, les validations. On est le leader dans le nombre de certifications, il y en a un peu plus de 90. Mais non seulement ça, c'est des certifications très difficiles à avoir pour certaines et qui doivent être renouvelées pour certaines plusieurs fois par an. Donc c'est un investissement colossal et c'est un gage de pérennité par rapport à des solutions qui utilisent nos plateformes. Les modèles de data communs, où je peux le relier aussi à la plateforme Open Manufacturing, qui est un consortium sur le parti manufacturing, qui est essentiel, puisque les données, pour vraiment tirer du bénéfice, c'est important que les différents acteurs les partagent. Mais à ce moment-là, il y a toute la question de la propriété et du contrôle de si on partage ces données ou jusqu'où va-t-elle, etc. Donc il y a des sujets complexes à aborder et il faut le faire sous forme de consortium. Donc il y a des outils et donc c'est pour ça qu'il y a des techniques où on va choisir des modèles de data communs, des modèles de données communs, mais il faut le faire en bonne entente avec les acteurs majeurs dans l'IoT industrielle.
Et puis on va en reparler juste après, mais vraiment l'aspect consistant entre cloud et edge en termes de développement et quand on est en prod. Et puis les outils d'analyse, collecter la donnée, connecter les assets, collecter la donnée sans outils performants et puissants d'un point de vue analytique vont limiter le retour sur investissement. Donc voilà, donc c'est un petit peu les sujets sur lesquels on performe bien. Ok. Alors, en fait, on voulait vous faire un retour d'expérience sur quelques-uns de nos projets IoT. Alors, on a sélectionné 4 qui ont différentes caractéristiques. Alors, je voulais tout d'abord vous parler d'un projet. Alors, c'est pas vraiment de l'IoT. Mais à l'époque, en fait, d'ailleurs, il n'y avait pas de stack IoT au niveau d'Azure. Il s'agit en fait d'un projet qui est plus RFID, mais qu'on peut comparer à de l'IoT. D'ailleurs, dans certains scénarios RFID, il y a des solutions intelligentes, des capteurs, des choses comme ça. Donc là, il s'agit d'un projet, en fait, c'est pour les aéroports de Paris, où le but est de traquer les containers à bagages et les bagages au sein de l'aéroport, pour pouvoir savoir, par exemple, qu'un container est passé par une porte, puis une autre, et ainsi de suite. Donc ce projet-là, donc on l'a réalisé à l'époque, donc je disais, il n'y avait pas d'IoT, c'est il y a quand même pas mal d'années. Du coup, c'était de la connexion, on a dû vraiment tout faire à la main, mais on s'appuyait sur un produit Microsoft. Alors en l'occurrence, c'est du BizTalk Server, c'est un peu notre ADN à la base. Nous, on connecte, on intègre les choses depuis très longtemps et on a commencé avec du BizTalk Server. Donc là, on avait de la communication temps réel avec des protocoles particuliers, des protocoles TCP/IP particuliers pour se connecter sur les lecteurs RFID. Donc ça, c'était très intéressant parce qu'en fait, il y a vraiment du volume. Typiquement, pour vous donner une petite indication, les lecteurs sont interrogés. Alors on a peut-être 30 portiques RFID et les lecteurs sont interrogés toutes les 100 millisecondes. Donc on va voir à la fois passer tous les tags des containers, mais alors les bagages également, mais alors c'est un peu plus limité au niveau des bagages. Donc on a vraiment de la volumétrie et derrière, donc on récupère la donnée, on va la transformer et puis on va la communiquer par des canaux sécurisés aux compagnies aériennes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est effectivement le volume, c'est la connectivité, c'est l'aspect temps réel, l'aspect critique et puis aussi l'aspect sécurité. Parce que toutes les communications doivent être absolument sécurisées. On ne peut pas se permettre d'avoir une interception de données. Alors ça, c'est un second projet. Donc c'est un projet qu'on a fait pour Schneider. Donc là, c'est vraiment un projet IoT. Donc c'était, on va dire, dans les débuts, dans les premiers projets qu'on a fait sur l'IoT. Alors, il s'agissait en fait de contrôleurs de moteur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du contrôleur de moteur de la gamme Altivar. Donc, il s'agit de contrôleurs de moteur industriels. Et le but était pour Schneider en fait d'offrir des services supplémentaires. Donc, de pouvoir connecter ces contrôleurs, récupérer les données, récupérer par exemple les défauts, les alertes, les mesures, de pouvoir bien sûr les afficher, mais aussi pouvoir générer des alertes, des notifications par SMS, par push notification, par mail, et aussi de pouvoir conseiller l'utilisateur. Quand il y a un défaut, on a une base de connaissances derrière et on va pouvoir proposer des solutions. Donc, là, au niveau technique, l'aspect vraiment marquant sur ce projet peut-être, qui a été le plus contraignant, il y a deux choses. Il y a l'aspect LP WAN, donc Low Power Wide Area Network, donc des réseaux pour des devices donc, qui consomment très peu, qui vont être des réseaux radio, type Sigfox, LoRa, et qui vont nous apporter des contraintes, dont je vais en parler un petit peu après. Et puis également, c'est ce que je disais, c'est que dans un projet IoT, il n'y a pas que les données qui remontent, on a besoin également de données dans le cloud, des métadatas typiquement qui vont nous permettre d'analyser les données, de générer des alertes, de les enrichir, de pouvoir les exploiter. Tu peux passer ? Bernard, tu peux peut-être nous en parler un petit peu de celui-là, tu le connais bien. Oui, c'est le projet Click to Cloud. Voilà, le projet Click to Cloud de Schneider
Il y avait plusieurs aspects intéressants dans ce projet-là qu'on a mis en œuvre pour Schneider. Donc Schneider avait la volonté de vendre des devices divers et variés, au fait, connectés, industriels, des devices industriels. En l'occurrence, on a eu un grand effort en partenariat avec Sigfox, où nous avons fait, au fait, le device provisioning service, donc tout ce qui tourne autour de l'enregistrement des devices lors de la production de devices chez Schneider. Ensuite, quand un client achète le device, il va falloir qu'il fasse son claim process des devices. Et pour s'enregistrer au fait sur la plateforme Schneider, on a mis en place une vraie plateforme SaaS, Software as a Service, de Schneider pour leurs clients, donc multi-tenant, qui permet de consommer ces datas qui proviennent donc de ces devices qu'ils ont mis en place sur la ligne de production industrielle. Ce qui était particulier aussi, c'est qu'ils ont utilisé notre ADN, comme tu disais, qui autour de capacité d'intégration des données. Donc il était possible donc très facilement pour ces clients utilisant cette solution d'intégrer la télémétrie de ces devices directement dans leur système d'information. Alors on a eu du SAP, du Oracle et autres bases de données propriétaires des clients finaux en fait. Donc tout ça dans une solution SaaS multi-tenant. Voilà. Oui. Alors je rajouterais sur l'aspect provisioning, également sur le projet dont j'ai parlé avant, il y avait également cette problématique. Donc c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte parce qu'en fait il y a un aspect, on va dire, pré-provisioning sur la chaîne de fabrication directement. Et ensuite il faut que l'activation du device soit quelque chose d'extrêmement simple. Le technicien qui va mettre en œuvre typiquement en Altivar, il ne connaît pas Azure, il ne va pas aller enregistrer son device. Donc on avait mis en place effectivement une application mobile avec du QR code qui nous permettait d'enregistrer le device. Exactement. Tu as encore un quart d'heure, voilà. Sans te mettre la pression. D'accord, d'accord. Alors je vais vous détailler un petit peu plus quelles sont les contraintes qu'on a eues sur ces projets. Donc, je vous ai parlé des contraintes sur les LP1, donc le Power Wide Area Network. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment contraint sur l'usage de la bande passante radio. Ce qui veut dire que la taille des messages est contrainte. Sur Sigfox, vous avez le droit à 12 octets par message. Alors, 12 octets, ça paraît pas beaucoup, mais on arrive à connecter pas mal de choses dedans. Et ça va apporter d'énormes contraintes. Et en plus, on ne peut remonter que 140 messages par jour. Donc, quelles sont les contraintes derrière que ça va amener ? Ça va nous obliger d'abord, comme les données sont codées sur 12 octets, elles vont être un peu compressées, donc il faut être capable de les parser. Donc là, on a créé des parseurs génériques. Et puis, autre chose aussi, c'est que quand on veut remonter, en l'occurrence pour l'Altivar, c'était des registres Modbus, et on voulait remonter quand même un certain nombre, et il fallait qu'ils soient cohérents, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on ne pouvait pas analyser chaque registre séparément. Donc ça veut dire qu'on recevait plusieurs messages, plusieurs trames, et ces trames, il fallait les corréler et les agréger. Et ça, c'est pas obligatoirement très très simple. Donc ça fait partie des choses qu'on a rencontrées. Après, il y a aussi les processus d'interaction avec le device. Quand on est sur ce type de technologie, on ne peut pas interagir en synchrone, c'est-à-dire directement sur le device, aller appeler et instantanément avoir une action. Donc c'est un processus asynchrone. Contrairement à d'autres projets qu'on va voir, où on utilise par exemple ce qu'on appelle l'IoT Edge, enfin un gateway, où là on peut potentiellement interagir directement. Voilà. Donc au niveau général, les choses qu'on a rencontrées aussi sur tous nos projets, alors je vous en parle parce que en fait c'est des choses qu'on a au fur et à mesure capitalisées et standardisées au sein de ce qu'on appelle notre IoT Accelerator dont on va vous parler. Donc je vous ai parlé de la partie parsing de données. Donc là, on a quelque chose, on a effectivement créé quelque chose. Mais il y a également des parties, ce qu'on a besoin généralement, c'est d'enrichir la donnée. On reçoit quelque chose et on a besoin de rajouter, je ne sais pas, par exemple, les unités, de pouvoir les mettre aux normes, de rajouter potentiellement des descriptions, des choses comme ça, de détecter des seuils. Des références croisées ? Tout à fait, oui, par exemple. On a besoin également de gérer des métadatas, et ces métadatas, elles peuvent être potentiellement dynamiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas définies une fois pour toutes. Donc ce genre de choses, on en a besoin. Et puis on a besoin, bien sûr, de faire généralement de la détection d'alerte et de la notification. Alors le provisioning, je crois que tu en as parlé déjà un petit peu. Hein. Avec Link to Cloud, ouais, tu peux aller plus rapidement, je pense. Ouais. Voilà.
Voilà. Donc les contraintes, hein, c'est ça. Hein, on a besoin de pouvoir facilement s'enregistrer. Donc ça veut dire aussi avoir un processus sur la ligne de production et d'être capable de gérer donc l'activation facilement et le cycle de vie du device qui peut potentiellement être déprovisionné et reprovisionné éventuellement pour un autre client. Alors ça, c'est peut-être voilà, des projets les plus intéressants qu'on ait fait, peut-être. Notamment, alors c'est pour Engie, c'est le projet Darwin. Donc nous, bien sûr, on n'a pas fait le projet Darwin. Hein. Le projet Darwin, c'est un projet assez important. C'est occupé de la partie IoT et IoT Edge. Donc le projet Darwin, en fait, ça consiste à récupérer, à connecter des parcs éoliens, des parcs solaires, des usines de biomasse, des usines de biogaz, et de remonter les informations vers une plateforme qui s'appelle Darwin, sur laquelle on va pouvoir potentiellement faire de la maintenance prédictive, faire de l'analyse de données, visualiser des données. Alors, la chose intéressante là, c'est notamment, il y a le volume. Le volume et le fait que c'est des données temps réel. Parce que les données sont récupérées à une fréquence d'1 seconde. Je vous parle de volume, pourquoi? Parce que là, on parle de parcs qui sont dans le monde entier. Donc on parle de facilement une centaine de parcs. Imaginez un parc éolien. Le premier parc éolien qu'on a connecté, il y avait 50 éoliennes. Et sur 50 éoliennes, chaque éolienne peut remonter jusqu'à quelque chose comme 50-60 tags. Alors bien sûr, on ne montre que ceux qui ont changé. Donc vous imaginez, vous faites votre calcul, 50-60 tags, fois 50 éoliennes, fois, je ne sais pas, 100 parcs, le tout à la seconde, vous allez arriver à plus que des millions par jour. Très clairement, c'est de très très grosse volumétrie. On a également, sur ce projet-là, on a été amené à implémenter beaucoup de protocoles industriels. Alors bien sûr, en standard, on trouve facilement des connecteurs OPC et Modbus, mais par exemple de l'OPC-DA, de l'OPC-XML, du DNP3, ça c'est un peu moins courant. Voilà un petit exemple. Bon, ça c'est un Time Series Insight, donc c'est bien d'Engie. Hein. Donc on voit ici des données par exemple sur l'angle des pales, la puissance générée et la vitesse du vent. Donc vous voyez par exemple que sur la puissance générée et la vitesse du vent, il y a une certaine corrélation et on voit aussi que par moment, l'angle des pales change en fonction. Alors j'aurais dû mettre peut-être la direction du vent pour montrer aussi. Ça aurait peut-être été un peu plus parlant. Voilà. Et à gauche, vous pouvez voir, enfin c'est un peu, ok, on ne voit pas, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de sites. C'est les sites qui sont à gauche. Voilà, donc les contraintes sur ce projet, c'est ce que j'ai énoncé, donc déjà le très gros volume, et d'autre part la gestion du stockage à chaud, on va dire stockage chaud, tiède, froid, l'archivage. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que les données à la seconde, elles sont utiles pour de l'analyse, pour les data scientists ou pour la visualisation, mais généralement, ce n'est pas celle qu'on traite. Donc on a besoin également de calculer des données agrégées. Des données agrégées sur quelques minutes pour pouvoir les exploiter. Donc on a été amené à faire ça. On a été amené à gérer le stockage parce que quand vous avez du volume, il ne s'agit pas simplement d'aller juste stocker dans un storage Azure ou dans une base SQL ou dans un Cosmos DB. Il y a également le format de stockage qui est important pour pouvoir être exploité. Et le mode déconnecté aussi, tu oublies. Oui. En cas de déconnexion, il n'y a aucun problème, on continue à tourner, on va dire, littéralement. Tout à fait. Alors justement, je t'interromps 2 secondes, je vais faire très vite, mais parce que tu en as besoin juste après. Vous avez utilisé Azure IoT Edge, qui est donc un runtime qui va tourner donc sur typiquement des gateways, qui permet au départ, je vais faire l'animation parce que c'est assez parlant, lorsqu'on crée du code côté cloud, en utilisant des services cloud, on va les containeriser. On va stocker les images dans un registry et ensuite on va pouvoir déployer de façon automatisée, on peut intégrer ça dans un pipeline CI/CD, etc. On va pouvoir déployer ça sur ces gateways. Donc ces petits bouts de code qui ont été créés dans le cloud, ça peut être des modèles de machine learning qui ont été entraînés, et ce qui est pertinent à faire dans le cloud, et on peut ensuite faire les inférences sur la partie Edge. On les déploie et ensuite c'est là où ça tourne en local et comme le disait Bernard, potentiellement en mode déconnecté.
Donc voilà, je voulais juste. On a interrompre 2-3 ça. gateways en démo ici sur le stand Ouais. qui fonctionnent, Parfait. installés et qui fonctionnent. Ouais, d'ailleurs, on a une démo entièrement déconnectée en IoT Edge, si vous voulez aller voir, avec du computer vision. C'est voilà, petit exemple assez fun avec des bières. Voilà. Ok. Donc sur cette partie IoT Edge, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même tout un tas de problématiques à adresser qui ne sont pas négligeables. La première chose, c'est la sécurité. Généralement, sur des devices qui sont donc, sur le Edge et dans le domaine industriel, on va être connecté à un réseau industriel et on a également besoin, potentiellement, si on veut remonter vers une solution cloud, on va avoir besoin d'une connexion Internet. Donc, il y a tout cet aspect sécurité qu'il faut gérer. Il y a également des notions de certificats, donc à mettre à jour, à déployer. Voilà, la gestion de ça. Également, vous imaginez bien que sur des solutions de ce type-là, dans certains cas, la disponibilité de l'Edge est vraiment importante. Alors, il n'y a pas que la disponibilité, il y a également la gestion de la charge. C'est le cas, par exemple, si on gère des parcs éoliens ou des choses comme ça. Donc là, nous, sur certaines solutions, on a été amené à mettre en place donc, des solutions de haute disponibilité, notamment au travers de Kubernetes. Voilà. Après, d'autres contraintes qu'on ne prévoit pas au départ, c'est par exemple quand on doit accéder à du matériel. Quand vous devez accéder à du matériel depuis l'Edge, ce n'est pas obligatoirement simple. Et là, il faut l'anticiper parce que ça va avoir un impact sur l'OS qu'on utilise, l'OS host, et puis l'OS qui est dans les modules. Parce qu'en fait, les modules sont des modules Docker. Ouais. Ok. On passe à l'accélérateur. Voilà. Ouais, je pense que c'est plus simple. simple. On n'a plus que 5 minutes, donc. Ouais. Voilà. Ah oui, Donc l'IoT Accelerator, c'est quoi? En fait, toutes les problématiques que Roc nous a énumérées il y a quelques minutes, il est humble, mais il les a implémentées de façon intelligente. Je m'explique. Nos solutions ont été implémentées de façon très générique et en partenariat avec nos clients. Roc a su packager, si on peut dire, ces solutions génériques sous forme de code source réutilisable, en fait. Alors nous sommes une ESN, nous sommes une société de service. Notre but n'étant pas de devenir ISV, comme on dit, donc on n'a pas de licence à vous vendre. Au fait, c'est vraiment un accélérateur de projet. Donc si on arrive chez vous, monsieur le client, nous ne commençons pas avec une feuille blanche. On a la prétention presque de dire que chacun des design patterns et des problématiques qu'on a rencontrées dans nos projets précédents, ils vont être les mêmes sur votre projet à vous. Nous commençons déjà avec une solution toute prête à l'emploi qui transforme en fait le développement plus en configuration que devoir écrire des lignes de code et essuyer des plâtres, comme on dit. Chose que Roc a fait les 5 dernières années et qui commence maintenant à devenir une vraie solution très industrialisée. Et du coup, passer plus de temps sur le métier du client, avec le client, pour comprendre la data, ce qu'il faut en faire, etc. Ouais. Exactement, oui. Donc le métier, c'est quelque chose que le client connaît mieux que nous, mais on parvient à créer plus de valeur. C'est vraiment ça. Ouais. Oui, et puis il y a des choses qui se retrouvent dans presque tous les projets, donc on a au moins un point de départ, même si il doit être complété. Alors, je vais assez rapidement, je ne vais pas vous détailler tout, mais l'idée c'est de vous donner un aperçu de ce qu'il y a dans l'IoT Accelerator. Si vous voulez qu'on en discute, vous êtes les bienvenus pour passer sur le stand, on pourra en discuter. Donc, il y a différents composants en fait. Il y a une partie API, donc on a déjà des API qui peuvent être déployés et complétés, et on a également des modèles qui permettent de décrire les données additionnelles, les métadatas et les données du device. Les autres choses, je vous ai parlé de détection d'alerte, de notification, d'enrichissement, de transformation, de processing dans le cloud ou bien, ou bien sur le Edge. Pareil, c'est des choses sur lesquelles on a capitalisé. Ensuite, les protocoles, ça c'est très important, on en a développé pas mal aussi, et même chose, on a capitalisé là-dessus. Aussi des petites choses, des utilitaires, je parlais de parser des données, voilà, on a un parseur configurable, on a également des outils spécifiques à Time Series Inside, et puis des simulateurs, des injecteurs. Et bien sûr, tout ce qui va avec, c'est-à-dire les templates qui permettent de déployer ça dans Azure, donc ce qu'on appelle les ARM templates. Alors pour finir, on a également bien sûr
On peut appeler ça des templates, mais c'est même déjà des projets qui sont prédémarrés. Par exemple, une console d'administration, un dashboard qui va se retrouver soit sur le Edge, soit dans le cloud, et qui inclut déjà des fonctionnalités d'administration, de device, un certain nombre de fonctionnalités dont le but, c'est de l'enrichir dans le cadre d'un projet. Monitoring, support. Voilà, oui, tout à fait. On va basculer sur la démo. Et juste un petit mot, ça a vraiment beaucoup de valeur, ces templates ou même ce code déjà créé, accumulé, parce que les services évoluent en permanence. Même le service le plus fondamental qui est chez nous, Azure IoT Hub, on continue de le faire évoluer pour s'adapter à d'autres contraintes. Et donc ces partenariats forts qu'on a avec des sociétés comme Codit, ça permet encore une fois de se concentrer sur la valeur et d'accélérer. Okay. Dans des projets. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Alors bien évidemment, il va être difficile de vous montrer les choses qui ne sont pas visibles. Donc les composants, il y a beaucoup de composants dans l'IoT qui ne sont pas visibles. Je peux néanmoins vous montrer ici sur le portail qu'on a configuré un certain nombre de choses, un certain nombre de composants qui peuvent être déployés avec des templates ARM. Mais je vais vous montrer, je pense que le plus simple, c'est de vous montrer déjà, par exemple, le point de départ du dashboard, tout simplement. C'est ce qui est le plus visuel. Donc voilà, non, il n'est pas là, bien sûr, ça c'est l'effet démo. Il est là. Donc voilà, par exemple, on a un point de départ avec un dashboard sur lequel on va pouvoir... Alors, là, je ne sais pas si la connexion Internet est très très bonne. J'ai l'impression que c'est un peu lent. Ouais, j'espère que ça va arriver. Normalement, on a déjà des devices qui devraient être visibles. Hein. Voilà. Par exemple, on a ici, c'est celui-ci qui est déployé sur notre stand. Donc ça, c'est un IoT Edge. Donc ça va nous permettre de connaître tout un tas d'informations, de pouvoir récupérer des logs, redémarrer des choses à distance, voir les paramètres. Et puis, on peut après l'enrichir avec l'identification, la localisation, avec une map, ainsi de suite. Donc on a déjà, en fait, dans ce template, un point de départ. Sachant que la plupart du temps, sur les projets, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment liées au métier. Donc on ne peut pas anticiper. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour la démo. Si vous voulez voir plus de choses, n'hésitez pas. Hein. Venez sur le stand et on sera ravis de vous montrer des choses. Oui, je vais juste terminer sur le slide. Le slide de fin, tout simplement pour... Tout simplement pour rappeler le stand W108 où vous pouvez aller voir ces démos. Et puis on a rajouté quand même les liens concernant toute la formation, parce qu'il y a énormément de technologies concernées, et donc on enrichit en permanence les formations online sur l'ensemble des sujets. C'est très 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 riche. Et puis Codit a également des offres avec leur Kickstart. Merci beaucoup. Je crois qu'on est arrivé pile poil à l'heure. Je ne sais pas s'il y a des questions. Peut-être est-ce qu'on a un petit peu de temps pour des questions? Oui. Oui. Bonjour. Alors, pour la remontée de l'information, là, le canal était obligatoirement via Internet, bien qu'on était... tout le reste de la communication est sur un réseau privé, mais pour la remontée de l'information, c'était une connexion Internet. Tout simplement, on n'avait pas encore de endpoint privé pour l'IoT Hub. Mais dans l'avenir, je pense que ce sera quelque chose qui sera mis en œuvre. D'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup de votre attention et on peut se retrouver pour des conversations plus poussées sur les projets sur notre stand. Merci à tous. Merci.